L'hiver au bout du monde. Les voisins sont loin, les journées sont courtes. À 11 heures du matin, le ciel s'éclaircit enfin. C'est aujourd'hui le jour le plus court de l'année. Situé en Norvège, près de Narvik, le petit phare de Litløy se dresse à l'extrême nord-ouest du continent européen. Loin de tout et très isolé, la Laponie s'étire tout au nord de l'Europe. Mais qui sont ceux qui occupent ces territoires et comment vit-on au-delà du cercle polaire? Comme chaque matin, Helena Hanstensson se rend sur le petit port. Elle tient à s'assurer que son bateau est toujours là. La petite embarcation constitue son seul lien avec le continent. À marée basse, Helena doit abaisser le pont suspendu pour accéder au ponton. Elle est la seule occupante à l'année de l'île depuis son arrivée il y a 5 ans. Sous ses airs un peu inhospitaliers, l'île est pleine de ressources. Helena a trouvé de quoi faire un succulent dîner. Aujourd'hui, j'ai attrapé des crabes, mais chaque jour, c'est la surprise. Parfois, je retrouve des crabes, parfois des poissons, et s'il n'y a rien d'autre, je me contente des pommes de terre ou des carottes du jardin. Quand on te voit descendre en déséquilibre de ce pont qui tangue, on se dit que la vie ici ne doit pas être de tout repos. Je suis venue vivre ici parce que je rêvais d'une vie passionnante et merveilleuse. Maintenant, c'est comme si je faisais partie intégrante de la nature. J'ai découvert qu'il existait des forces supérieures face auxquelles je ne fais pas le poids. Il est encore un peu trop tôt pour retirer la nasse. Helena récoltera ce soir le fruit de sa pêche. Un ponton, un phare, un puits, des champs rocailleux et une plage de sable, c'est tout ce dont se compose le petit univers d'Helena. Pour les tâches les plus physiques, Helena peut compter sur l'aide de nombreux visiteurs de passage, en échange du gîte et du couvert. Aujourd'hui, Helena est accompagnée de Rocco, originaire de Sardaigne. Des champs de pommes de terre bordent le chemin qui va à la plage. Helena et Rocco récoltent le varech charrié par la mer. Sur l'île, il est traditionnellement utilisé comme engrais. Le varech contient du potassium, du magnésium et même du calcaire. Tes pommes de terre n'auraient pas un goût d'algue par hasard? Mais non, elles ne sentent pas le varech. C'est vrai qu'elles ont un goût particulier. Elles sont imprégnées par leur environnement et donc par l'air marin et la nature. On va les entreposer ici quelque temps pour que l'eau de pluie les nettoie. Cultiver son jardin dans l'île n'est pas de tout repos. D'autant plus qu'Helena n'est pas une adepte des tracteurs. Mais au moins le temps est clair et grâce au Gulf Stream, il ne fait pas trop froid. Chaque hiver, le soleil reste en dessous de l'horizon et n'est pas directement visible durant plusieurs semaines. Le champ de pommes de terre se compose d'un mélange de varech et d'algues. Cet endroit était autrefois le plus fertile de la petite île rocailleuse. Au plus fort de son peuplement, celle-ci comptait une centaine d'habitants. Dès 14 heures, le jour commence à décliner. Au crépuscule, le phare de Litløy offre une vue imprenable sur les reliefs escarpés des îles Lofoten. L'heure est aux préparatifs de Noël. Reisbert, qui est plutôt du genre casanier, organise les festivités. Le thérapeute originaire de Belgique s'est accordé un congé de 9 mois pour se ressourcer ici.
Question bête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je plante des branches dans le tronc de cet arbre pour le faire ressembler à un vrai sapin de Noël. Et ça s'impose dans un pays où poussent 2 milliards d'arbres? Il n'y a pas beaucoup d'arbres sur la côte. Alors on prend des troncs et on y accroche des branches de genévrier. Dans cette vie au ralenti, décorer un arbre de Noël est déjà toute une affaire. Reisbert ne jure que par cette existence contemplative, ponctuée de quelques activités manuelles à la portée de tous. Très isolée, l'île n'attire guère de nouveaux habitants malgré ses paysages idylliques. Il y a 10 ans, lors de la mise en vente par l'État norvégien d'une vingtaine de ses phares, celui de Littløy a bien failli ne pas trouver preneur. Ce soir, Elena allume 100 bougies pour fêter l'anniversaire du petit phare. Il y a 100 ans, presque jour pour jour, qu'il a été construit. Aujourd'hui, une lampe halogène supplante la lanterne d'origine. Lorsqu'elle contemple la nature depuis la coupole, Elena ne se sent jamais seule. Quand je suis là-haut, j'ai vraiment le sentiment d'embrasser l'univers tout entier. Je peux voir le ciel et la mer sur 360 degrés et je me sens connectée au monde. La nuit, je peux même voir les étoiles. Et parfois même une aurore boréale. Il est 6h30 du matin. Elena est la première debout. C'est le moment de la journée qu'elle préfère. J'ai toujours rêvé de travailler de mes mains. Avant, j'étais dans le journalisme et l'administration, et ça me manquait beaucoup. J'ai donc déménagé ici, à côté de ce phare, pour faire un travail manuel, et entre autres pour pouvoir faire mon pain tous les matins. Le lendemain, Elena parcourt avec nous les 9 kilomètres qui la séparent du continent. Nous nous reverrons cet été à l'occasion du jour le plus long de l'année. La Laponie se distingue aussi par ses vastes étendues et son froid glacial. C'est à Kiruna, en Suède, que nous allons vivre le jour le plus froid. Il fait moins 35 degrés. Sous nos yeux s'étirent d'immenses zones désertes immaculées. Fleuves et lacs sont emprisonnés sous un demi-mètre de glace. La neige est si froide qu'elle ne crisse presque plus, et si légère que même les rennes s'y enfoncent. Nous apercevons le fleuve Torne, dont les eaux cristallines fournissent la meilleure glace de Laponie. Sur ses rives se sont installés des hommes amoureux du froid. Ici, le froid est un allié précieux. Dans cette région, autrefois considérée comme le bout du monde, le froid et la glace se vendent bien. Dans ce hangar, appartenant à un hôtel de luxe, on entrepose depuis 20 ans d'immenses blocs de glace. Sophie Ruotsalainen est sculptrice sur glace. Les chambres qu'elle conçoit sont destinées à une clientèle fortunée. Je viens de finir de scier ces blocs et ils me serviront pour faire des lits. Il y en aura 3 dans cette pièce et la glace fera office de sommier. J'utiliserai ce qu'il reste pour faire des sculptures.
Celui-là finira peut-être en renard des glaces. Chaque sculpture de glace est unique et surtout par nature éphémère. La glace est un matériau incomparable, à la fois éphémère et facile à sculpter. Le lendemain, la température descend à moins 38 degrés. Un froid polaire s'est emparé de la nature qui reste figée. Le train transportant du minerai de fer de Kiruna à Narvik poursuit tranquillement sa route. Entre deux convois, les rennes prennent possession de la voie ferrée. Derrière les nombreux cervidés qui marchent le long des routes, les bus roulent au pas. Sous la neige, la nourriture est rare et difficile d'accès. Porjus, à 200 km au sud de Kiruna. Matin et soir, Victoria Arnesk et son fils Nihila s'aventurent dehors pour nourrir leur petit cheptel de rennes. Les rennes de Laponie sont semi-sauvages. Nourris par l'homme en hiver, ils vivent dans les montagnes le reste de l'année. Si les cervidés sont d'un tempérament doux, Victoria et Nihila doivent tout de même se méfier de leur bois. Je ne m'occupe pas des rennes tous les jours, mais quand je suis là, je les cajole et je leur donne à manger. Il est gentil ce renne? Et les autres? Ils sont tous gentils. Fille d'un éleveur de rennes, Victoria a fait ses études à Stockholm. Durant les quelques années passées dans la capitale, elle revenait régulièrement en Laponie. Aujourd'hui, Nihila part en balade avec son renne préféré, Apo. Harnacher l'animal n'est jamais une partie de plaisir. Pour installer le harnais, Victoria est obligée d'enlever ses gants. J'ai l'impression que mes doigts vont tomber. Là, il fait vraiment froid. Et c'est une femme sami qui vous le dit. C'est particulièrement pénible quand on reste longtemps dehors sans gants pour ramasser du bois. Allez, c'est parti. Nous allons dans la forêt chercher du lichen pour les rennes. Dès les premiers mètres, Apo a des vues sur un arbre. On a trouvé du lichen. Les rennes en raffolent. Et les humains peuvent aussi en manger, même si c'est plutôt de la nourriture de survie. On peut en faire du thé. Ce n'est pas fameux, mais bon. Nihila, donne-moi encore un peu. Quand on avait moins de rennes, on pouvait les nourrir tout un hiver avec du lichen et rien d'autre. Maintenant, on en a 10 et ça ne suffit plus. Mais une fois par semaine, on en ramène une luge pleine. La balade touche rapidement à sa fin. Au bout d'une demi-heure, Nihila veut rentrer. Les Samis, le peuple autochtone de Laponie, ont une longue tradition orale. Leurs chants ont pour thème les rennes, les saisons, le nomadisme
la beauté sauvage de la nature, ses lacs étincelants et ses montagnes dorées. Ce soir, Victoria revisite ses chants traditionnels avec des amis musiciens suédois. Ensemble, ils cherchent de nouvelles sonorités. Jag tycker det är fint när det blir liksom en... Vi testar på det först. Bara refrängen. Le lendemain matin, le bus de Victoria arrive avec une demi-heure de retard. Mais avec des bottes en peau de renne, on n'a rien à craindre du froid. Ici, chacun a appris à vivre au rythme imposé par la nature. Les 70 000 Samis du Nord sont pour la plupart sédentaires. Mais nombre d'entre eux sont constamment sur les routes. Pourquoi les Samis voyagent-ils autant? Les Samis bougent énormément. Nous sommes disséminés sur un très grand territoire. Nous retrouver les uns les autres est un besoin vital. Là, je me rends au marché d'hiver de Jokkmokk, qui a lieu une fois par an. Il n'y aura pas que les gens des environs, mais aussi des Samis venus de Norvège, de Finlande, de Russie et des touristes du monde entier. Située à 7 km du cercle polaire, la localité de Jokkmokk compte le plus grand nombre de Samis suédois. Une fois par an, l'unique distributeur d'argent de la ville est pris d'assaut par des flots de visiteurs. Le marché d'hiver de Jokkmokk se tient chaque année depuis 400 ans. Autrefois, on y échangeait des fourrures contre de l'argent ou du café. Aujourd'hui, ce sont les gants qui se vendent le mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai des gants en laine ou en fourrure. Ou encore des bonnets en renard argenté et en renard polaire. Bien que la grande majorité des Samis soient aujourd'hui sédentaires, les rennes font encore partie de leur vie. La Laponie ne compte plus que quelques milliers de bergers et environ 500 000 rennes. À l'autre bout de Jokkmokk, un petit cortège de manifestants brandit des pancartes. Une image inhabituelle en pays sami. Un chanteur arrache son bonnet en signe de protestation. Victoria y fait la rencontre de Mathias Pirak. Celui-ci préside une coopérative d'éleveurs qui chaque année effectue la transhumance des rennes des plaines de Jokkmokk jusqu'au pâturage de montagne. Cette activité, fondée sur un droit coutumier, est aujourd'hui mise en péril. C'est sûr que si on compare la valeur marchande du minerai et la valeur marchande d'un renne, c'est le minerai qui l'emporte. Pour la population sami, il s'agit d'une manifestation de grande ampleur. Pendant une demi-heure, ces quelques 300 participants défilent dans la ville par moins 30 degrés. Les lois, les articles de loi, les paragraphes, tout ça ne rime à rien. Nous devons essayer de changer les choses. La situation actuelle ne peut plus durer, puisque les entreprises minières sont les seules à profiter du système. Les riverains, eux, se font complètement marcher dessus. La Suède compte déjà une quinzaine de grands sites miniers. Avec l'explosion des prix du minerai, une trentaine de nouveaux gisements pourraient être mis en exploitation prochainement. L'exploitation des mines requiert de vastes espaces, mais la place est aussi farouchement défendue dans ces immenses étendues.
Quelques mois plus tard, nous sommes de retour sur la petite île de Littløy pour assister au jour le plus long de l'année. C'est Lasse Christensen qui vient nous chercher. Elena l'a recruté pour ses qualités de navigateur. La gardienne du phare nous réserve un accueil chaleureux. Sous le soleil de l'été, l'île se pare de couleurs verdoyantes. C'est non sans un brin de fierté qu'Elena nous montre les tomates qu'elle fait pousser dans la coupole du phare. Le petit phare du bout du monde a été converti en serre. Le phare de Littløy est particulier parce qu'il est le seul phare de l'île. La plupart des phares sont construits sur des îlots et on ne peut rien cultiver aux alentours. Je suis ravie que les reliefs de mon île soient accidentés et que la topographie soit diversifiée. Ici, l'agriculture est possible et en plus, je trouve les environs superbes pour les balades. Mais certaines plantes comestibles de l'île sont à manipuler avec précaution. Alexandra s'est équipée de gants pour une cueillette un peu inhabituelle. Originaire de Floride, la jeune femme voyage depuis 1 an à travers le monde. Elle vient de quitter l'Inde pour goûter au calme de la petite île nordique. Ce sont des orties qu'elle vient de cueillir. Je redoutais un peu les orties quand j'étais petite. Maintenant que je suis sur cette île et que j'utilise des orties pour cuisiner, je me réconcilie avec elles lentement mais sûrement. Ces escaliers en pierre sont un élément incontournable de la vie dans l'île. Il faut gravir plus de 200 marches de l'océan jusqu'à la maison et une centaine jusqu'au phare. Si Elena se fait aujourd'hui presque un plaisir de les descendre et les monter prestement, elles ont longtemps été une véritable torture. Il existe 4 petits phares comme celui-ci en Norvège. C'était un vrai défi d'y travailler, même s'ils ont l'air petits et mignons vus comme ça. Avant, il y avait une vieille horloge à l'intérieur qu'il fallait remonter avec un système de poids pour que la lampe fonctionne. On tirait sur le poids en se mettant à genoux pour qu'il descende jusqu'au sol. Comme le phare est très petit, il fallait remonter l'horloge jour et nuit, toutes les 75 minutes. Six volontaires venus des 4 coins du monde séjournent actuellement sur l'île. Ils travaillent 6 heures par jour, 6 jours sur 7, en échange du gîte et du couvert. Pour les repas, il y a tout sur place. Des légumes dans le jardin et du poisson dans l'océan. Tous attendent avec impatience le soleil de minuit. Mais malheureusement, des nuages font leur apparition dans la soirée. Elena ressent un lien étroit avec le monde qui l'entoure. Même si, de ce côté de l'île, ses plus proches voisins se trouvent en Amérique. Le lendemain matin, 3 volontaires quittent la petite île pour finir d'installer une conduite d'eau en pleine mer. À la barre, Lasse Christensen. Aujourd'hui à la retraite, ce navigateur chevronné passe toutes ses journées en mer. Elena lui a confié une mission de taille. Installer sur les fonds marins un tuyau d'une longueur de 10 km entre le phare et le continent. Quelle est la profondeur? 24, non, 25 mètres. Pas mal.
Tu vois quelque chose? Oui, On remonte le tuyau là où on s'était arrêté hier. Quand on retrouve le bon endroit, on fait une marque sur le tuyau et on pose la section suivante et ainsi de suite jusque là-bas. Stuart, originaire de Californie, et François, de Bretagne, sont à pied d'œuvre. Tous les 5 mètres, ils fixent sur le tuyau un poids de 5 kg afin de le maintenir au fond de la mer. le tuyau est constamment tendu. Il faut donc que quelqu'un le tienne pendant que... Oh, attention, juste une seconde. Pour Stuart, cette mission de volontariat à l'étranger est une première. Le jeune homme ne s'attendait pas à un travail aussi physique. Il faut en permanence que quelqu'un maintienne le tuyau hors de l'eau pour que l'autre personne puisse travailler. À 50 mètres de profondeur, il fallait même être à 2 rien que pour retenir le tuyau. Là, on est à 20 mètres, ça va. Les derniers mètres de tuyau sont en place. Après une année de travaux, le petit phare est enfin raccordé au réseau d'eau potable. Pour fêter le grand jour, Elena prépare des langues de cabillaud frit qu'elle a achetées dans une poissonnerie du continent. Elle les accompagne d'une salade de son jardin. Aujourd'hui, c'est avec l'eau du robinet qu'on trinque. Je lève mon verre d'eau à notre nouvelle conduite d'eau. Félicitations et santé. Quand Elena aspire à un peu plus de solitude, elle part en balade sur l'île voisine de Gaok-Veroya. L'île était autrefois peuplée par les Samis. En langue sami, son nom signifie « promontoire rocheux entre 2 sommets ». C'est le rêve de vivre dans un phare. D'ailleurs, quand on voit un phare et sa lumière au loin, ça a quelque chose de magique. Mais vivre mon rêve va de pair avec certaines contraintes au quotidien. C'est important de pouvoir prendre du recul et d'être encore capable d'apprécier la magie malgré le quotidien. Retour à Kiruna, au cœur de la Laponie. Là aussi, l'été a fait son apparition. De l'abondante glace hivernale, il ne reste plus que ce petit fragment et les sculptures monumentales de l'hôtel de glace conservées dans un entrepôt. Les plafonds des chambres se sont affaissés. Armée de sa scie électrique, Sophie Ruotsalainen agrandit l'ouverture des portes. À Kiruna, les étés sont courts et ensoleillés, les hivers longs et sombres. Mais à l'intérieur des chambres, la température reste constante. Il fait enfin un peu plus chaud, et toi, tu viens t'enfermer ici? Pourquoi tu fais ça? Pour me rafraîchir un peu et vous donner un petit aperçu de l'hiver en Laponie. Le contraste est frappant entre l'été et l'hiver. On a l'impression d'être dans un autre monde. Il fait moins 7 degrés à l'intérieur et 22 degrés à l'extérieur en milieu de journée.
Mais même en été, certains visiteurs apprécient le calme et l'obscurité de ce lieu insolite. Et quand on pense qu'un jour tout ça va fondre, Oui, c'est vrai. tu trouves ça dommage ou tu vois plutôt ça comme une chance? Les deux. Mais c'est plutôt une bonne chose. La création est libératrice. Il ne faut jamais s'arrêter. Longtemps appréciée pour la beauté de ses paysages, mais jugée sans intérêt sur le plan économique, la Laponie subit de plein fouet le boom minier qui frappe actuellement le pays. Levée à l'aube, Victoria Arnesque rejoint un camp de manifestants samis sur le point d'être délogés par la police dans les environs de Kallak. Les militants se battent contre le projet d'implantation d'une société minière. Plusieurs milliards d'euros sont en jeu. Une poignée de jeunes contestataires venus de Laponie du Nord bloquent depuis 6 semaines l'entrée du site. Pélé, originaire de Stockholm, a imaginé un système pour empêcher les pelleteuses de pénétrer sur le site. À l'aide d'un mousqueton, il s'accroche à un tube enfoui dans le sol. Ça y est, je suis bien attaché maintenant. Je trouve ça un peu triste que nous autres Samis en soyons réduits à nous attacher au sol pour protester. Il existe bien sûr des moyens plus pacifistes. Certains artistes organisent des concerts caritatifs, par exemple. C'est quand même notre terre. Nous devons nous battre avant que chaque parcelle nous soit confisquée. Chaque jour, quelques voisins viennent apporter leur soutien aux militants. Arne Karlsson, âgé de 87 ans, proteste pour la première fois de sa vie. Je suis là pour protester contre les lois complètement stupides que nous avons en Suède. Les entreprises qui viennent ici reçoivent un terrain de l'État, elles s'enrichissent sans débourser le moindre sou. De fait, les sociétés minières implantées en Suède ne reversent à l'État que 0,05% de la valeur des minerais extraits. À 10 h du matin, les forces de l'ordre font irruption pour dégager l'entrée du site. Mais l'opération prend plus de temps que prévu. Les présentations sont inutiles. Les policiers sont déjà venus la semaine précédente. Mia vient de l'île de Gotland. Le chant qu'elle entonne célèbre la terre-mère. Les policiers ont toutes les peines du monde à déloger les manifestants. Pour éviter tout dérapage, Victoria Arnesque, Arne Karlsson et sa fille Ulla veillent au grain. Il faut plus de 4 heures aux policiers pour déterrer les jeunes gens. Après avoir été interrogés au poste de police, les militants rejoignent le camp dans l'après-midi. À 1 kilomètre de là, en direction du village de Björkholmen, la forêt regorge de baies sauvages. Ulla Karlsson y vient souvent en compagnie de son chien Klippa. La cueillette des baies est une tradition familiale. Mais lorsqu'Ulla venait ici autrefois, la presqu'île de Kallak n'était pas encore équipée de routes. L'année dernière à Stockholm, un investisseur a demandé s'il y avait des gens qui vivaient ici en Laponie. On lui a répondu que non, en lui montrant des photos de plaines déboisées. Pas un mot sur les Samis qui vivent ici depuis 10 000 ans. C'est dans ce coin qu'ils vont creuser une mine. Les terrils vont recouvrir la forêt où l'on cueille les meilleurs mûres sauvages. Au pied du massif qui abrite le précieux minerai se trouve le village de Björkholmen. La famille Karlsson y vit depuis 8 générations. Aujourd'hui, comme au temps des premiers occupants en 1785, l'eau du fleuve est potable. À la réunion d'information, on nous a conseillé de construire une laverie automatique pour laver nos tapis plus souvent à cause de la poussière de la mine. Ils pensaient que nous étions inquiets pour nos tapis, alors que ce sont nos poumons qui nous préoccupent. Pour l'heure, la montagne de minerais est encore intacte.
et abrite une végétation très diversifiée. Employé par le groupe britannique Iron Mines, le géologue Matthias Forss est chargé de déterminer la qualité du minerai. Le profit que pourrait engranger la compagnie est estimé à 3,5 milliards de dollars. Nous avons trouvé de la magnétite à seulement 1 mètre de profondeur. La terre est très dense par ici. Dans de telles conditions, il faudrait creuser à 200 mètres de profondeur. Fred Bowman, le responsable de la mine, ne veut pas entendre parler d'indemnisation. D'après nos estimations, 15 km² seraient suffisants pour exploiter la mine. Quant aux autochtones, cette communauté sami appelée Yokokaska, il ne leur resterait pas moins de 3900 km² pour élever leurs rennes. Cap vers l'ouest. Nous avons rendez-vous avec le chef de la coopérative des éleveurs de rennes à 160 km de là. Mathias Pirak connaît par cœur les arguments des industriels. L'éleveur n'entend pas les laisser s'installer sur les terres qui, depuis des siècles, servent de pâture aux rennes durant l'hiver. Quand on regarde sur une carte, on peut se dire qu'il y a largement assez de place pour tout le monde. Mais cet espace, nous en avons besoin. Nous vivons avec nos rennes. Ce sont nos amis, nos compagnons. La nature doit se régénérer après le passage d'un troupeau. Tout est piétiné et il faut inlassablement reprendre la route. Mathias construit un nouvel enclos pour les 4500 rennes que possède la communauté d'éleveurs Sami Yokokaska. Secondé par son père et 2 autres bergers, il travaille 12 heures par jour pour installer les 2000 pieux de l'enclos. Il faut faire vite. L'enclos doit être terminé avant l'arrivée des premières gelées nocturnes et de la neige. Après 6 heures de travail, les hommes s'accordent une pause. S'ils aiment leurs bêtes, ils raffolent aussi de leur chair savoureuse. Le filet n'est pas le seul morceau de choix. Fumé et coupé en fines tranches, le jambon de renne est aussi un régal. Qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes dans la montagne ? De la viande de renne, salée et séchée. De vos propres rennes ? Oui. La viande de nos rennes est parfaite quand nous partons en transhumance. Parce qu'elle se conserve longtemps. Il est un endroit de Laponie d'où les Samis ne seront jamais chassés. Depuis 1996, les parcs nationaux et réserves naturelles de Suède du Nord, ainsi que la population Sami qui les occupe, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une forme d'hommage pour une culture ancestrale qui pratiquait l'écologie bien avant que le mot ne soit à la mode. Victoria et son fils Nihila traversent un lac de retenue situé au cœur du parc national de Stora Sjöfallet. Ils se rendent à l'autre bout du lac, où ils pourront choisir un terrain de construction pour leur futur chalet. Seuls les autochtones ont le droit d'habiter ici. Chaque été, toute la famille de Victoria se retrouve à Enonhjalmö, sur les bords du lac. Quand j'étais petite, une fille de ma classe m'avait fait de la peine parce qu'elle était partie à l'étranger pendant les vacances. Pour moi, c'était inconcevable d'aller ailleurs que dans notre maison de famille à la montagne. Si on était allé autre part, j'aurais vécu ça comme une punition. Des équipements modernes ont fait irruption dans le paysage. Au cœur du parc se trouve le plus grand lac de retenue d'Europe du Nord. Le niveau de l'eau peut varier de 18 mètres. Une particularité avec laquelle les habitants du lac ont appris à composer.
Mère et fils empruntent le sentier de randonnée qui traverse le parc. Nihila apprend à distinguer les baies comestibles de celles qui ne le sont pas. Celles-ci ne sont pas dangereuses. Ce sont des érelles. Tiens, tu peux goûter. Après 2 heures de marche, les randonneurs arrivent au pied de la montagne Aka, considérée comme sacrée par les Samis. Traduit littéralement, son nom signifie « vieille femme ». Mais on la connaît aussi sous le nom plus flatteur de « reine de Laponie ». Nous cherchons un terrain pour construire une maison de vacances. Tout le monde trouve ça fantastique de vivre au bord de la plage. Mais ici, c'est impossible. En ce moment, c'est la marée basse. Mais parfois, l'eau peut monter jusque là-haut. Victoria marque les limites du terrain qui accueillera leur futur chalet. Celui-ci n'aura ni chauffage ni électricité. Depuis les hauteurs du lac, on entreaperçoit l'un des derniers fleuves sauvages de Laponie, qui depuis des millénaires prend sa source dans les montagnes. À la fin de l'été, les troupeaux de rennes regagnent la vallée. Mathias et ses collègues facilitent la progression de l'important cheptel. Au printemps dernier, les cervidés se sont retirés dans les montagnes pour mettre au monde leurs petits. Les rennes savent ce qui est bon pour eux. Les éleveurs sont là uniquement pour les rassembler. L'été, nous partons en transhumance dans la montagne. Tout est encore enneigé et les rennes sont à l'abri des moustiques et des invasions d'insectes en tout genre. Mais maintenant, l'automne approche et nous allons redescendre dans la vallée. Le vent soufflera moins fort et le climat y sera plus clément. La Laponie, pays des confins. Pour les éleveurs et leurs rennes, pour Victoria et Nihila, Sophie, la sculptrice sur glace, ou Elena, la gardienne du phare, elle n'est pas le bout du monde, mais le cœur même de leur vie.